commencer par ces énigmatiques messages affichés dans Paris. Pour que tu m'aimes encore, vous l'avez ? Céline Dion allait-elle remonter sur scène? Après une semaine de campagne marketing et de suspense insoutenable, la Tour Eiffel s'est illuminée lundi soir. La star canadienne, restée loin du public pendant 6 ans, a annoncé son retour. Je vais avoir la chance de pouvoir encore chanter pour vous à Paris. Je suis tellement contente. 10 concerts sont prévus à Paris du 12 septembre au 14 octobre. Ils devraient attirer 400 000 spectateurs du monde entier à la Défense Arena. Une vraie cash machine pour la star et les organisateurs, mais aussi pour les finances de la France, car les retombées économiques s'annoncent astronomiques jusqu'à 1 milliard d'euros. Mais la championne du genre, c'est Taylor Swift. Sa tournée mondiale, entamée en 2023, aurait eu des effets mesurables sur le PIB des pays visités, à tel point que le néologisme Swiftonomics a été créé pour qualifier le phénomène. Les concerts ne sont pas les seuls à rapporter gros. La Fédération internationale de l'industrie phonographique enregistre des revenus en hausse de 6% en 2025. Et si le streaming s'impose comme le principal mode de consommation de la musique, en France, le chiffre d'affaires du vinyle s'envole, plus 15%, pour atteindre 113 millions d'euros. Cela fait déjà quelques années que le disque revient sur les platines. La clientèle s'est élargie, les jeunes, les plus âgés, les nostalgiques, les curieux. Alors, après l'âge d'or des maisons de disques balayées par la révolution numérique et les plateformes, qu'est-ce qui attend l'industrie de la musique? À qui profite l'explosion du streaming et les concerts XXL? La curiosité des consommateurs ira-t-elle jusqu'à leur faire acheter des œuvres générées par intelligence artificielle? Nos 3 invités, Bertrand Burgala, bonsoir, musicien, président du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, mais aussi producteur de musique et patron du label Tricatel. Vous avez produit entre autres des disques de Valérie Lemercier. Et Bertrand Burgala, vous considérez que les méga-concerts et le streaming rapportent de l'argent, mais que l'industrie musicale revient de loin. En France, le chiffre d'affaires est encore moitié moindre qu'il y a 20 ans. À côté de vous, Mathilde Serrel, bonsoir, journaliste, bonsoir. Productrice à France Inter. J'ajoute que vous avez réalisé un documentaire consacré à Taylor Swift, la première puissance américaine, qui a été diffusé sur France 5. Et selon vous, la venue de Céline Dion en France va avoir un impact considérable sur le plan économique. Paris va devenir une sorte de hub international, un peu comme pendant les Jeux Olympiques. Et à côté de vous, Joël Farchi, bonsoir. Vous êtes professeur des universités à l'Université Paris 1, spécialiste des industries culturelles, ça tombe bien. Et selon vous, le boom du streaming profite surtout aux consommateurs car il a accès à de la musique en illimité pour un prix absolument dérisoire. La nouvelle révolution qui arrive, c'est celle de l'IA, l'intelligence artificielle, et c'est le problème du moment et peut-être même du futur. Et on démarre avec notre débat. La date limite, une deadline. La date de péremption du jour. Oui, très importante à noter. C'est jusqu'à demain soir 19h que l'on peut s'inscrire au tirage au sort pour espérer décrocher un billet pour les concerts de Céline Dion. Il fallait indiquer ses coordonnées personnelles et sa carte bleue. J'imagine que vous l'avez fait. Ce site internet a été pris d'assaut dès son ouverture. Plus d'1 million d'inscrits au moment où nous parlons, bien au-delà des 400 000 places prévues pour les 10 dates fixées à ce jour. Bertrand Burgala, ça sera du jamais vu. Ça marquera l'histoire des performances musicales, Céline Dion. J'imagine, moi j'habite à côté de la Défense. Donc déjà je vois souvent parfois, l'été dernier j'ai vu tout à coup dans mon quartier plein de t-shirts Iron Maiden. C'est étrange, tout le monde avait des t-shirts Iron Maiden. Donc là je pense qu'effectivement ça a beaucoup d'impact. C'est une envergure qu'on ne voyait pas avant, même dans les concerts de Michael Jackson ou de Madonna, par exemple, c'est plus que cela. Il y a une industrie des spectacles à haute jauge dans les très grandes salles aujourd'hui qui est extraordinaire. Il y a eu des progrès techniques fantastiques et même, je vous dirais, des artistes que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai travaillé, comme Nick Cave, qui est moins connu que Céline Dion. Nick Cave, c'est quelqu'un qui aujourd'hui mène la vie à peu près, je ne parle pas dans les excès du tout, mais d'un groupe comme les Stones dans les années 70. C'est à peu près les mêmes jauges, les mêmes infrastructures, il y a autant de semi-remorques. Donc c'est une industrie florissante dans les très grandes salles.
Pour les artistes un peu plus en marge, non, on n'est pas du tout dans ces choses-là. On y reviendra. Mathilde Serrel, 400 000 spectateurs et fans de Céline Dion qui viennent, c'est des retombées économiques évaluées à 1 milliard d'euros pour la France. Oui, ce qui est génial, c'est qu'elle nous a choisis quand même. Alors je pense que ce qui est bien, c'est que c'est un cadeau des deux côtés. Vous avez écouté le message de Céline qui a été vu par plus de 4 millions de personnes, où elle dit qu'elle s'est fait un cadeau pour son anniversaire. C'est 10 dates à Paris, donc du 12 septembre au 14 octobre. Ça fait quasiment un mois de résidence de Céline Dion. Donc c'est un cadeau qu'elle se fait, parce que c'est vrai que la résidence, c'est aussi moins de coûts, il y a moins de choses à transporter, etc. Donc de ce côté-là, pour les tourneurs, c'est aussi un avantage. Ça permet de déployer une scénographie très ambitieuse, de faire un très très beau show immersif, et donc de monter un peu en qualité pour l'expérience des spectateurs. Et puis, ça permet aussi à Paris d'attirer en fait tous les gens du monde entier, ambiance JO, qui vont venir voir Céline Dion, parce qu'on ne sait pas si elle va rechanter après, et que c'est un moment décisif, quelque chose qu'on ne veut pas rater. Donc on va avoir tout le monde chez nous, et imaginez les hôtels, évidemment, les restaurants, le tourisme, les restaurants, c'est énorme. Donc double cadeau. Ouais, Joël Farchi, même pour Taylor Swift, il y a un mot qu'on a inventé, un néologisme, pour dire à quel point elle a rapporté de l'argent. Ça s'appelle les Swiftonomics. L'impact est énorme. On l'a vécu à ce moment-là, avec la tournée qu'elle a faite, cette artiste mondiale. Oui, alors je serais peut-être un peu moins enthousiaste sur les retombées économiques, parce qu'évidemment, quand vous créez un événement comme ça crée de l'activité économique. Mais c'est des événements. Un événement, c'est donc exceptionnel, par définition. Donc, par définition, ça crée de l'activité à un moment très précis, ponctuel. Donc, ça ne va pas créer de la croissance au niveau de la France. Donc, c'est très ponctuel. Et puis, par ailleurs, il y a quand même un impact. Alors, je suis peut-être un peu. Il y a quand même un impact un peu écologique de tous ces grands événements, qui n'est pas totalement neutre. Donc oui, ça crée de l'activité économique. Dès que vous faites un grand événement comme ça, ça crée de l'activité économique. Mais il ne faut pas non plus penser que le déficit budgétaire et la croissance économique en France vont être totalement résolus grâce à ça. En effet, moi, quand j'ai fait ce documentaire sur Taylor Swift, je suis allée voir sa tournée, c'était de passage à Londres. Et justement, je voulais savoir quel était l'impact dans les différentes villes. Bon, et c'est vrai que sur un plan économique, si on est rigoureux, c'est un impact à court terme. Voilà, il faut être très très clair là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les plus petits pays, là, le PIB peut en effet avoir un effet Taylor Swift, et à tel point que pendant la tournée, le Eras Tour, il y avait des pays qui réclamaient le passage de Taylor Swift. Et bien alors justement, on va parler de pays pour lesquels c'est fondamental et ce n'est pas ponctuel, c'est pérenne. C'est la Corée du Sud, on en parle avec vous Anna, et un groupe qui s'appelle BTS. BTS, Elisabeth, bien sûr. Le boys band coréen de K-pop qui vient de faire son comeback après 4 années d'absence, et tout a été minutieusement orchestré pour que ce retour soit aussi un carton financier. Un nouvel album, un concert géant à Séoul fin mars, et une tournée mondiale qui s'annonce déjà comme le plus grand succès de toute l'histoire de la K-pop selon certains analystes. Et il faut dire que ces dernières années, l'industrie de la K-pop est devenue un atout économique incontournable de la Corée du Sud, porté par la locomotive BTS. D'ailleurs, le ministre des Finances ne s'en cache pas. Voilà ce qu'il déclarait sur X. Ce concert devrait générer l'équivalent de centaines de milliards d'euros sur le long terme. Et il ajoutait, et ça pourrait absorber en partie les effets économiques de la guerre au Moyen-Orient. Rien que ça, en 2018, l'Institut de recherche Hyundai estimait déjà que la valeur générée par ce groupe, les BTS, équivalait à 26 entreprises de taille moyenne en Corée du Sud, soit l'équivalent de 0,2 à 0,3% du PIB. Et la K-pop, elle stimule, en effet, on l'a dit, fortement les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. La Corée du Sud a accueilli en 2025 près de 19 millions de touristes étrangers, un record. Et ça, c'est dû en grande partie au phénomène K-pop Demon Hunter, ce film d'animation qui vient de remporter 2 Oscars. Et un touriste fan de K-pop, c'est un touriste qui consomme, bien sûr, du spa coréen, de la cosmétique, de la mode, des produits dérivés. Le gouvernement est d'ailleurs en train de plancher sur un nouveau concept de tourisme spécial K-Culture. Alors Bertrand Burgala, est-ce qu'en France, nous aussi, on a une stratégie comme ça qui est pensée autour d'un artiste et qui permette de ruisseler, générer des bénéfices pour le pays? C'est très intéressant parce que la K-pop, c'est une pop d'État.
mais avec un capitalisme qui ressemble au capitalisme d'État de la France des années 70. C'est-à-dire que c'est comme si on avait demandé à Matra ou à Elf de faire des groupes. Or, le capitalisme français aujourd'hui, c'est un capitalisme de connivence qui n'a absolument rien à voir avec ça. Donc, chaque fois qu'on voudra faire une pop d'État, on va subventionner des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dissymétrie totale. C'est-à-dire que Céline Dion va venir en France, c'est formidable, elle ne va pas payer de visa. Elle ne va pas payer de permis de travail, elle ne va même pas payer de charges sociales, puisqu'elle va faire une facture, mais ça va faire en périphérie, travailler d'autres choses. Mais quand les artistes français vont aux États-Unis, ils sont extrêmement protectionnistes, par exemple. Et on arrive, ça fait des années que je dis au pouvoir public, plutôt que de subventionner tel ou tel artiste, ce qui se fait au détriment des autres, parce qu'il y a un côté complètement arbitraire, peut-être qu'on pourrait demander à nos amis américains, leur dire, essayons d'avoir quelque chose d'un petit peu symétrique. Et je me souviens, le conseiller économique du président de la République m'a dit, vous voulez taxer les artistes américains? Je lui ai dit, non, c'est exactement l'inverse. Je voudrais que peut-être nos artistes puissent venir aux États-Unis dans les mêmes conditions. Et je pense que même pour les anglo-saxons, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à comprendre que tous les grands mots sur la souveraineté et tout ça dont on se gargarise. Et souvent, quand on parle de souveraineté, c'est pour faire le contraire. Joël Farchi, c'est un gagne-pain maintenant pour les artistes, ces grands concerts, parce qu'on va parler du streaming, ça leur rapporte beaucoup moins maintenant la musique quand ils la vendent. C'est ça qui leur permet aujourd'hui de pouvoir vivre. Il faut savoir à qui ça rapporte ces méga concerts. La première chose, c'est que ça rapporte effectivement à l'artiste, et ça c'est bien normal. Ça rapporte aux entreprises qui sont autour. En l'occurrence, là, c'est deux mastodontes américains qui sont du côté de la production et du côté de la salle, qui vont gagner énormément d'argent. Il y a l'aspect touristique, on l'a dit. Et puis il y a aussi quelque chose qui, moi, en tant qu'économiste, m'intéresse énormément, c'est parce qu'il faut savoir qu'effectivement, les grandes jauges ont augmenté, que les recettes de billetterie ont énormément augmenté au cours des 10 dernières années, mais pas au profit de tout le monde. Juste un chiffre, je pense, qui est important. Un chiffre, un seul. 1% des concerts réalisent 36% des recettes de billetterie. Oui. Donc, ça veut dire que ces grandes jauges... Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, à condition, parce qu'on a toujours eu des superstars, à condition que ça profite aux autres. Et il y a un mécanisme public qui permet que ça profite aux autres, qui est un mécanisme de ruissellement, en quelque sorte, qui est le fait qu'il y a une taxe. Il y a une taxe de 3,5% qui est gérée par un organisme public qui s'appelle le Conseil national de la musique. Et cet organisme prélève cette taxe, et cette taxe, elle est censée aller être redistribuée à tout le monde. Autrement dit, elle l'est, sauf que... Et donc, là, on est vraiment dans le ruissellement, puisque ça veut dire que quand Taylor Swift fait un concert, ça profite à tous les prochains Taylor Swift, y compris aux artistes émergents. Donc ça, c'est super. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une espèce de truc, de mécanisme qui s'est grippé, parce que cette taxe, elle est écrêtée, elle est prélevée, il y a un plafond, et l'État prélève au-delà du plafond. Ce qui veut dire que ça va dans le budget de l'État et ça ne va plus à la filière. Donc là, il y a un vrai problème. Alors, on va s'intéresser au streaming avec vous trois, et on va commencer avec une archive pour se rendre compte que jusqu'au début des années 2000, l'industrie de la musique vivait une sorte d'âge d'or. On vendait des vinyles et des CD, et puis tout d'un coup apparaît le piratage sur Internet. Regardez. C'est la bête noire des maisons de disques. Il n'achète jamais rien. Il écoute toute la musique qu'il aime sur Internet et se confectionne ses propres CD. J'en ai environ 300. 300, oui, c'est ça, même un peu plus que 300. Et c'est une petite collection par rapport à d'autres qui en ont énormément plus. Chaque gravure vous coûte combien 2 francs, même pas. 2 francs. Plus la connexion Internet. Dans cette maison de disques, 1500 albums produits chaque année. De Noir Désir à Johnny, l'artiste le plus copié, un vaste catalogue qui souffrirait déjà du piratage. À chaque fois qu'il se vend un disque en France, il y a un disque vierge qui est vendu, et il y a ce disque-là qui se balade sur Internet, qui est téléchargé. L'impact de la piraterie aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de francs pour le marché français. Mathilde Serret, le streaming payant, ça a trouvé son modèle économique. Là, on voit en effet, il n'y a plus de piratage, c'est peut-être dû au streaming. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Deezer, Spotify, c'est une autre économie qui s'est créée et qu'elle fonctionne? C'est une économie, en tout cas, qui n'est pas mature à ce stade, parce que l'effet d'abonnement en France, d'ailleurs, il est moindre par rapport aux autres pays européens. Donc, moi, je ne crois pas qu'on a encore trouvé, avec le streaming payant, notre modèle. En revanche, ce qui est clair, c'est que moi, je trouve que l'effet
d'accélération de carrière pour un certain nombre d'artistes est vraiment phénoménal. Ça a permis de faire connaître des gens. Ça permet de percer extrêmement rapidement. Après, en effet, il faut pérenniser. Et il y a, ce que vous disiez aussi, un effet de décloisonnement. Il n'y a plus de chapelle de goût, on va vraiment se balader d'une typologie musicale à une autre, d'une époque à une autre, et on voit aussi qu'il y a des effets de retour, ce que j'aime beaucoup, qui sont liés à la pop culture, que ce soit la série Stranger Things, où vous voyez, il y a des moments où il y a des musiques comme ça des années 80 qui vont redébouler dans les numéros 1 dans le streaming, donc je trouve ça très vivant et éclectique. Bertrand Burgala, mais combien ça rapporte quand on écoute sur une plateforme un artiste? C'est très peu, c'est 3 centimes. On dit que beaucoup gagnent moins de 1 000 euros par an. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mathilde, c'est-à-dire que non mais je dis ça pour mettre de l'ambiance. Le streaming par abonnement, comme dirait Churchill, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a trouvé de mieux. En revanche, elle a raison. C'est tout à fait. Aujourd'hui, c'est quand même terrible de se dire on doit se battre entre 10 et pour des abonnements à 10 entre 10 et 15 euros qui vous donnent accès à la totalité de toute la création. Quand après on nous dit oh là elle a fait des places hyper démocratiques, c'est entre 100 et 300 euros pour un concert. Donc aujourd'hui nous on est effectivement vous battez pour ça. On se bat pour c'est-à-dire non la musique enregistrée aujourd'hui effectivement quand on voit ce qui arrive au concert on se dit c'est merveilleux. Alors ils ont une taxe billetterie mais en échange, ils ont une TVA entre 2,10 et 5,5. Nous, on a une TVA à 20%. On a une taxe sur le streaming qui est écrétée exactement comme la taxe billetterie. Donc, c'est un modèle qui est balbutiant, mais il rapporte, mais pas au même qu'avant. C'est-à-dire que ceux que vous entendrez qui parlent le plus en disant c'est pas bien, souvent, c'est les anciens enfants gâtés des années 80 qui ont gagné beaucoup d'argent. Ils disent oh là, ça rapporte moins. Alors, il y a le streaming, mais il y a une autre révolution, il faut qu'on y vienne, c'est l'intelligence artificielle. Et nous en avons nous-mêmes fait l'expérience grâce à Justine Puy-Basset, qui est journaliste dans notre rédaction, qui a demandé à l'IA une chanson sur 28 minutes. Écoutez. Sur 28 minutes, le monde défile, des idées qui clashent, des regards subtils. Autour de la table, Elisabeth guide le jour. Tiens ton calme et fin, elle éclaire le discours. Anna pose ses mots, précis comme un miroir. Benjamin relance, toujours prêt à voir. Les voix s'élèvent, les vérités s'éveillent. Sur Arte le soir, les esprits s'émerveillent. Un futur tube, c'est pas pas encore douter, ça. bientôt dans toutes les plateformes. Vous allez faire concurrence à K-pop Demon Hunter. C'est ça. Mais je vais le faire. À qui reviendraient les royalties si, de fait, cette chanson devenait un tube? Ça, c'est un débat que les juristes n'ont pas encore tranché. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde rigole en voyant ça et en se disant, bon, c'est de la piètre qualité. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas que ce soit de la bonne ou de la mauvaise qualité, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise musique. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les plateformes de streaming, on en parlait un instant, c'est qu'elles sont inondées de ce genre de contenu synthétique avec des artistes fantômes et avec des choses, des fois, où vous avez... 37% sur Deezer, généré vous par avez des contenus synthétiques qui ensuite inventent parfois un artiste, c'est-à-dire des artistes fantômes avec une bio, avec une pochette d'album, pour faire comme si c'était des vrais. Et ensuite, il y a des fermes à clics qui permettent de faire des streams. Et tout ça, ça organise une fraude massive. Et alors, ça fait de la fraude, ça fait de l'effet d'éviction des créateurs humains, mais surtout, ce que ça fait, c'est que ça noie pour le consommateur la musique humaine dans un ensemble de musique. Et donc, à terme, il va vraiment falloir régler ce problème, parce que sinon, le problème, c'est pas qu'elle soit de bonne ou mauvaise qualité. Il y a toujours eu de la musique d'ascenseur. On ne pourra plus dissocier. Il y a toujours eu de la musique d'ascenseur. Sauf que là, ça va être noyé. Mathilde Serren. Oui, non, mais il y a un chiffre, il y a une enquête justement sur l'intelligence artificielle et la musique qui a été publiée dans Le Monde ce week-end avec un chiffre de l'Ipsos assez intéressant. Donc là, on disait 39% sur Deezer par jour de contenu généré, de contenu musicaux générés par l'IA. Et quand on demande à un échantillon de personnes s'ils savent reconnaître si c'est de l'IA ou pas de l'IA, alors là, attention, on est à 97% de gens qui ne font pas la différence. Donc là, on le sait, on l'a testé, on ne fait pas la différence. Rigoler là-dessus. Et j'ajoute que le streaming, c'est un gâteau. C'est pour l'exemple. C'est un gâteau qui se découpe par pourcentage. Donc si l'IA commence à prendre un pourcentage, ça fait moins
Mais on va oui, dire, parce pour les que vrais artistes. Bertrand Burgala, les projections, c'est qu'en 2028, la musique générée par l'IA captera 25% des revenus des artistes. Oui, alors, ça, c'est les je pense projections. qu'il faut faire toujours attention aux prévisions parce qu'on peut raconter ce qu'on veut. Oui. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait un de mes prédécesseurs à la tête du SNEP, à la présidence du SNEP, Pascal Nègre. Je crois qu'au début des années 2000, il avait dit Internet, ça ne marchera jamais. Donc, il faut faire un visionnaire. Mais en réalité, ce qui est intéressant, je pense qu'il faut déjà parler du présent. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle amplifie le pire qui est déjà à l'œuvre, c'est-à-dire l'inflation de contenu, la fausse perfection. Et la fausse perfection, elle touche aussi les concerts. Parce qu'il y a de plus en plus de concerts en playback. C'est-à-dire qu'on va payer pour voir des gens danser sur un disque dur. Ce n'est pas le cas, il y a des gens qui jouent entièrement, je dirais, à l'eau claire. Mais donc cette fausse perfection était déjà à l'œuvre avec l'autotune. Donc il y a déjà un effet, il y a un côté amplificateur de choses qui existaient, l'ubérisation, la dépréciation de la musique, le fait de transformer l'obsession statistique, le fait de transformer des artistes en influenceurs, ça fait ça. Mais ça pourrait faire des choses remarquables. L'intelligence artificielle, et notamment, et je rejoins Joël Farché là-dessus, c'est pour identifier les contenus notamment, savoir ce qui est, quand la musique est utilisée et pouvoir rémunérer de façon beaucoup plus granulaire les créateurs. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais par exemple, tout ce que fait l'IA générative pour le moment, attention, peut-être qu'ils feront des trucs géniaux, mais pour moi, un créateur, quand je fais une musique pour un projet, pour un film, ou une pub. Ou pour un programme diffusé sur Arte, le programme de Benoît Forjard, pardonnez-moi. Voilà. Je me dis, qu'est-ce qui va servir ? Qu'est-ce que cherche à exprimer la réalisatrice, le réalisateur ? Et quand je fais mon disque, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Si j'ai besoin d'une machine pour ça, il faut changer de métier. Mathilde, en miroir, il y a quand même le succès, le renouveau du vinyle. Il est toujours là. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est en réponse justement à l'IA ? C'est consécutif qu'on a une hausse des ventes physiques, donc c'est quand même intéressant. Plus 15%. Porté entre autres par le vinyle. Et en fait, ça fait partie du dispositif maintenant, on va dire. Ça complète le streaming. On parlait du live tout à l'heure, les concerts, qui vont. Donc c'est complémentaire, vous voulez dire. C'est complémentaire. Donc on va faire une sortie collector, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une destination de la collection. C'est aussi des supports qui sont très instagrammables, en tout cas, qui ont une viralité, qui ont une sorte de photogénie qui est très pratique quand on veut montrer sa collection. Et à l'heure de la démonstration narcissique sur les réseaux, c'est important. Mais vraiment, ça fait partie on va dire, d'une adhésion à un artiste. C'est vraiment un truc qui s'adresse aux fans et c'est pour ça que ça augmente. Donc il y a une complémentarité des modes d'écoute quand même aujourd'hui. Oui, bien sûr, il y a une complémentarité des modes d'écoute, mais je pense qu'il ne faut pas se dire que l'IA, c'est vraiment forcément quelque chose qui va être négatif et mauvais, et que les contenus synthétiques ne sont pas forcément... Et je vais même dire un autre truc. Je pense que les créateurs humains vont devenir un produit de luxe qui sera beaucoup plus valorisé parce qu'il y aura de l'intelligence artificielle. Oui, mais attendez, nous, on ne parle jamais d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle, on l'utilise en studio depuis 50 ans. Donc, ce n'est pas du tout un problème. On en reparlera. On en reparlera. Le prochain album de Booba, je crois, se fera avec l'intelligence artificielle. Très bien. Merci à tous les trois d'être venus débattre sans IA, débattre de notre question du jour.